Merci pour vos merci. J'en prends un peu pour moi, mais il ne faut pas trop nourrir l'ego, parce que c'est une bête immonde à l'intérieur de nous, peut-être. Et donc, une grande partie de vos applaudissements, je les redonne. Je les redonne à vous d'abord, pour être là, pour prendre de votre temps un dimanche après-midi, alors qu'il fait beau. On s'enferme dans une salle pour réfléchir ensemble. À tous ceux qui organisent aujourd'hui, vous voyez ou vous ne voyez pas, parce qu'ils sont entre les lignes, ils sont comme en filigrane. Ils sont derrière une caméra, derrière une autre caméra, derrière une autre caméra, ils sont derrière un comptoir, ils sont derrière un téléphone, derrière un Facebook, un Twitter, un je sais pas quoi, pour permettre qu'on soit ensemble aujourd'hui. Donc sans eux, il n'y a rien. Donc merci, ouais, si vous voulez leur redonner des applaudissements. Parce que eux œuvrent patiemment, tranquillement, dans l'ombre, sans faire de bruit, sans chercher de lumière. Et donc, ouais, voilà, moi je pense qu'une grande partie des applaudissements que vous me donnez, je les redonne en miroir. Mais comme je vous ai dit, j'en prends un petit peu parce qu'on a aussi besoin de se soutenir et d'avoir un petit peu l'idée que ça sert à quelque chose quand on se met à bouger. André, Moukti, Josiane et puis les gens de Réinfo Québec m'ont demandé de parler de la question de la peur et du courage. C'est pas facile de parler du courage. On ne parle pas du courage pour soi déjà, pas quelque chose où on se donne à soi-même l'idée que ce serait courageux ce qu'on fait. Parce que si on est en train de se le donner à soi-même, c'est qu'on cherche de la reconnaissance. Et vous allez avoir des gens comme ça qui font des actions parce qu'ils cherchent la reconnaissance. Mais plus ils en feront, plus on fera ouais. Non, non, au fond, dans cette idée du courage, je vais essayer d'explorer différentes dimensions, et peut-être des dimensions qui vous sembleront incongrues ou imprévues. Ça va le son? Parce que moi c'est fort, hein, j'ai l'impression que ça résonne, mais ça... Et la première chose, c'est justement d'essayer de trouver qu'est-ce que ça veut dire être courageux aujourd'hui dans une société de lâches. Parce que peut-être, je vais dire là 5 choses qui pourraient être des recommandations de grade A dans des conférences de consensus, mais qui ne le sont pas. Masquer les gens pour prévenir une épidémie virale hivernale respiratoire, il ne faut pas le faire. Grade A. Vous savez, il y a des grades A, B, C, D, etc. dans les recommandations. Waouh, c'est très courageux ce que je viens de faire. Hein. Parce qu'en France, je suis sous le coup d'une loi sur les dérives sectaires, article 4, qui dit que si je vais à l'encontre des protocoles et des propositions thérapeutiques émises par les instances d'État, je suis sous le coup de cette loi et de peines de prison potentielles ou d'amendes, de gigantesques amendes. Je viens de le faire. Je n'avais pas l'impression que c'était très courageux pourtant. Hein. Juste une impression d'exprimer quelque chose de simple. Il ne faut pas masquer les gens pour prévenir les infections respiratoires, ni avec des masques chirurgicaux, ni avec des respirateurs N95 ou FFP2. Ça n'a aucun impact. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que les masques sont toujours inutiles. On pourrait rajouter de la nuance. J'ai utilisé des masques pour intuber les gens qui avaient un Covid sévère dans mon service. Je me suis dit, tant qu'à faire, si je peux éviter de le choper, je l'ai fait. Je ne dis pas que c'est inutile. Il ne faut pas confiner les gens pour prévenir une épidémie respiratoire virale hivernale en les confinant entre malades et non malades. Il ne faut pas faire des couvre-feux. Il ne faut pas fermer les bars et restaurants. Grade A de recommandations internationales. On va les écrire, ces recommandations internationales, je vous assure. Hein, et on va les poser dans le marbre à un moment. Mais je vous les repose là pour qu'on s'en souvienne. Je vais vous dire pourquoi après. Il ne faut pas masquer. Il ne faut pas confiner. Il ne faut pas faire de couvre-feu. Il ne faut pas injecter des ARN modifiés, expérimentaux, à la population dans l'espoir de prévenir la transmission ou la gravité d'une infection respiratoire hivernale banale. Il ne faut pas, grade A. Les vaccins ne sont ni sûrs ni efficaces. Ils sont toxiques, inefficaces, dangereux, insuffisamment qualitatifs. Ce ne sont pas des vaccins.
Ce sont des ARN modifiés. Ok, je repose ça pour que ce soit bien clair quand même, qu'on puisse le redire. Pourquoi je le repose? Parce que on serait tenté dans une réunion comme celle-ci d'être un petit peu comme ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes en France. Les Gilets jaunes, vous en avez entendu parler, a été une sorte de jacquerie, de mouvement un peu révolutionnaire, temporaire, très populaire, très métissé, très mélangé, sans affiliation politicienne, et qui a été détruit d'une manière extraordinairement brutale. Il y a eu des chars d'assaut dans les rues, il y a eu des coups de LBD qui ont tué des gens. Moi, j'ai reçu une personne qui est morte dans la réanimation parce qu'elle s'était pris un coup de LBD, les flashballs, les gros flashballs là, des forces de police, à sa fenêtre à Marseille, et elle est morte. Il y a des gens qui ont été éborgnés, il y en a plein, en se prenant dans l'œil, ou des grenades de désencerclement. Des gens qui ont perdu les mains, parce qu'ils ont essayé de ramasser des grenades de désencerclement et de les renvoyer, et poum, elles leur ont pété dans les mains. Ils n'ont plus de mains. Pourquoi? Est-ce qu'ils étaient dans la rue à dire « nous avons un problème de représentation démocratique ». Ils étaient courageux. Ils sont allés dans le froid, tous les week-ends, tous les samedis, sous la pluie, sous la neige. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais. C'est passé chez vous aussi. Il y a des gens qui sont partis en Outaouais se peler les fesses dans une chaleur humaine importante. Et j'ai rencontré beaucoup de groupes de gilets jaunes après, et c'était comme s'ils léchaient leurs blessures. Ils étaient là en train d'essayer de se remettre de ce qui leur était arrivé. Comme si c'était terminé et qu'on était passé à autre chose. Mais il y a une remise à jour logicielle très importante à faire. Nous ne sommes pas en train d'essayer d'éviter que le totalitarisme arrive. Nous ne sommes pas en train de célébrer quelques figures héroïques qui nous auraient permis d'éviter un dérapage totalitaire. Le dérapage totalitaire a déjà eu lieu. Ça, c'est la remise à jour fondamentale du logiciel dans laquelle nous devons nous mettre. Le combat n'est pas terminé. Nous sommes en plein cœur. Et le combat n'est pas nouveau. Ça ne date pas du Covid. C'est drôle, hein? L'histoire des tyrans et des esclaves, c'est une histoire de l'humanité entière. C'est pas du tout une nouveauté d'un dérapage des démocraties libérales occidentales depuis quelques années. Non, non. Si vous grattez les mensonges, vous grattez l'illusion, les démocraties, les républiques démocratiques occidentales ont toujours été un mensonge et une histoire d'asservissement. Mais avec un marketing acceptable pour juguler la foule. Donc là, ça va être important d'essayer de comprendre que on va se redonner des forces, mais ces forces ne sont pas là pour se remettre de quelque chose qui s'est passé. Elles sont là pour nous donner les forces suffisantes pour affronter ce qui s'en vient. Et il y a plein de gens qui me demandent, mais vous êtes optimiste pour plus tard? Non, pas du tout. Et pourtant, je suis souriant quand même. Comme s'il n'y avait pas besoin d'optimisme, pas besoin d'essayer de dire demain on rasera gratis. Non, 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 ça va se passer comme ça s'est toujours passé. Mais peut-être qu'on a une opportunité de faire différemment, de faire bifurquer, de faire dérailler le train, de l'amener ailleurs. Et pour ça, il nous faut des figures d'exemplarité. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, par l'exemplarité. Il n'y a pas d'autre façon d'apprendre. Il n'y a pas une pédagogie, 2 pédagogies, 15 pédagogies, il n'y en a qu'une seule, l'exemple. Faire ce que je dis et dire ce que je fais. Point. C'est pas compliqué en vrai. Et donc, on va prendre un exemple, on discutait de ça avec Louis-Olivier tout à l'heure, mais si vous trouvez que vos jeunes passent trop de temps devant leur téléphone, c'est que vous passez trop de temps derrière vos téléphones. Voilà. C'est pas... Vous pourrez leur dire, arrête de regarder ton téléphone, arrête de jouer à des jeux vidéo. Si vous-même, dès le matin, regardez ce qui se passe sur Twitter, Facebook, Telegram ou que sais-je, ben non, ça colle pas. Alors, pour essayer de comprendre les figures d'exemplarité héroïque qui ont pu se produire ces dernières années et qui sont sorties de la peur pour aller vers le courage, on a plusieurs façons d'aborder les choses. Une première façon serait de s'en référer à la philosophie morale, qui est une de mes casquettes, c'est-à-dire la philosophie du bien, du mal, du juste, de l'injuste, l'éthique.
Et d'essayer de savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal, qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui était injuste. Et pour ça, il y a des prismes interprétatifs qui nous permettent d'essayer d'y accéder. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'éthique déontologiste ou déontologique. Déon, en grec, c'est ce que je dois faire. Et ça vient de Kant. Vous savez, Emmanuel Kant, qui a écrit des pavés comme ça. Et Emmanuel Kant, il dit comment savoir ce que je dois faire? C'est pas facile dans une situation où tout est mélangé, où qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste? Mon gouvernement me dit de faire ça, mes médias me disent de faire ça, mon beau-frère me dit de faire ça, ma grand-mère me dit de faire ça, ma fille et mes enfants me disent de faire ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et quand il pose quelque chose qu'il va appeler l'impératif catégorique. L'impératif, impératif, je dois, encore une fois, je dois. Santé, c'est la rigueur outre-Rhin. On n'est pas dans le côté méditerranéen, hein, on est plutôt chez des gens où c'est carré, quoi. L'impératif catégorique en plus. Hein. C'est une version des choses où ce que je dois faire, c'est je dois faire que la maxime de mon action soit universalisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je fais quelque chose, si tout le monde le fait, est-ce que notre société tient? Est-ce que le groupe tient? Donc il y a comme une préoccupation pour le groupe dans son ensemble, liée à mon action à moi. Si je mens, si tout le monde ment, ça ne tient pas. Notre société se délite intégralement. Je ne peux pas mentir. Pour Kant, je ne peux pas mentir. Il y a des gens qui disent à Kant, t'es gentil, mais déjà, peut-être que c'est pas moral de mentir, mais que c'est parfois utile. Imaginez que, et c'est des exemples qui ont été pris dans l'histoire de la philosophie morale, que des gens débarquent chez vous et disent, est-ce que vous cachez des juifs dans votre cave? Est-ce que vous êtes plus que 6 pour Noël? Est-ce que vous fêtez l'anniversaire de Robert Béliveau à plus que 6? C'est arrivé. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas simple, parce que peut-être un voisin va dire je dois les dénoncer. Je ne dois pas mentir. Parce que je veille comme ça à la pérennité du groupe. Et il va se revendiquer même de l'éthique déontologique kantienne en disant je rejoins l'impératif catégorique. Je suis en train de faire ce que nous devrions tous faire pour maintenir le groupe. Ah, de très nombreuses personnes ont collaboré au pouvoir parce qu'ils pensaient maintenir, oui, de manière inconsciente, ils étaient en train d'essayer de maintenir la cohérence collective. Difficile alors, parce que eux vont se revendiquer du bien, du juste et du bon, alors même que vous pensez que ce qu'ils font est mal, injuste et mauvais. Alors ça suffit pas le déontologisme kantien. On ne peut pas complètement décider les choses. Une autre façon de regarder le bien, c'est l'éthique conséquentialiste ou utilitariste. Les utilitaristes ont émergé dans le monde anglo-saxon, encore une fois, mais plutôt anglo, cette fois-ci, au XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution française, avec des gens comme Jeremy Bentham et John Stuart Mill. John Stuart Mill explique que comment juger mon action, il faut que je regarde ce qui se passe à la fin. Et que je compte la somme des bienfaits et des méfaits, la somme des bonheurs et des malheurs. Et que je regarde pour la collectivité, encore une fois la collectivité, vous l'avez entendu avec Kant, faire tenir la société ensemble. Vous l'entendez avec les utilitaristes, faire tenir la société ensemble. Je vais compter les bienfaits et les méfaits, et à la fin je vais dire est-ce que c'était bien et pas bien, ou pas bien ce que j'ai fait. Peu importe le chemin que j'ai pris pour arriver jusqu'à ce résultat. L'éthique utilitariste justifie par exemple que Churchill sacrifie Birmingham. Parce que Birmingham va être bombardé, il le sait, car les codes de la machine à coder allemande Enigma ont été percés, mais il ne le dit pas. Et personne de l'état-major anglais ne le dit. Parce que si on le dit, les Allemands sauront qu'on a percé leur code. Et donc nous allons laisser bombarder des innocents et des femmes et des enfants, au motif que comme ça, on va pouvoir continuer la guerre en ayant les informations sur ce que font les Allemands.
La logique utilitariste est une logique sacrificielle, ce n'est pas le moindre de ses charmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est sacrifié au passage pour le bien collectif. Le dilemme qui a été souvent présenté, c'est celui du prisonnier de guerre. Imaginez que vous êtes une escouade américaine dans les vallées afghanes et que vous êtes en charge de reconnaissance pour une opération de plus grande envergure. Et que lors de cette opération de reconnaissance, vous croisiez un berger afghan qui vous reconnaît et identifie que vous êtes des militaires américains présents dans cette vallée afghane. Que faut-il faire de ce berger afghan? L'éthique déontologique dit « je ne dois pas le tuer, je ne dois pas, je dois respecter la vie. Parce que si nous tous, nous ne respectons pas la vie, ça ne tient pas. » L'éthique utilitariste dira « attendez, si vous laissez partir ce berger afghan, il va aller prévenir les Pashtuns et je sais pas quoi. Et vous ne pourrez pas mener l'opération de plus grande envergure. Et il y aura plus de morts du côté américain que d'avoir tué ce pauvre berger afghan qui n'avait rien demandé à personne. Et donc l'éthique utilitariste vous poussera à exécuter le berger afghan au nom du résultat final. L'ensemble de notre société aujourd'hui est régi par cette logique utilitariste anglo-saxonne de Jeremy Bentham et Stuart Mill. Tout est fait au nom d'eux, un meilleur bonheur à venir. Nous allons vous confiner pour permettre à d'autres de ne pas être malades. Et vous entendez dans cette logique utilitariste une idée de compte, de décompte, de numérisation, un logiciel comptable du bonheur, du bien et du mal. C'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui. Alors d'accord. Alors comment savoir s'il y a des héros dans cette logique utilitariste? À la fin, sur est-ce que leur action a servi à quelque chose? Mais c'est quand, à la fin? C'est en 2024? Ouais, il y a des chances que là, nos héros dans la salle, pour le moment, ne sont pas très héroïques, quoi. Et, en tout cas, dans la grande histoire collective des vainqueurs, c'est plutôt des losers. Ouais, ils ont perdu leur boulot, ont été radiés par leur ordre, ont perdu tout ce qui faisait le pouvoir et la hiérarchie dans nos sociétés. Alors quoi, en 2050 ? Ouais, qui sait ce qui se dira de ce qui s'est passé ces années-là en 2050 ? Alors c'est pas sûr qu'on puisse utiliser cette logique utilitariste non plus pour définir la bravoure, le courage et l'héroïsme. Qu'est-ce qui reste ? Il reste en philosophie morale l'idée de la casuistique. La casuistique, c'est quoi? C'est un peu les jésuites qui s'en emparent beaucoup. Et les jésuites font quoi? Ils disent, bon, on commence à voir dans les catégories du bien et du mal, on va étudier des cas. Et en fait, c'est ce qu'on fait en médecine. On fait des cas cliniques, vous savez. On veut étudier une maladie. On ne dit pas une grande théorie dans le ciel suspendu ou des principes. On étudie des malades. On dit, voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Puis on essaie de trouver les traits qui reviennent, quoi. Puis on dit, bon, bah voilà, va nous falloir une galerie de héros. Alors on va essayer de faire une galerie de héros, pas forcément aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut qu'on la fasse, pour de bon. Pour de bon, il va falloir raconter. Faire presque comme une vie des saints, vous savez. Ah, mais c'est ce que font les chrétiens aussi au début de leur histoire. Les proto-chrétiens racontent la vie des saints. Et il y a des saints héroïques qui portent le message du Christ. Et qui vont être des figures d'identification exemplaires pour servir aux autres chrétiens à dire, bon, bah, c'est ça être chrétien, quoi, en gros. Alors c'est quoi nos héros et la casuistique? François Maléga, Robert Béliveau, Bernard Massy, André Fortier, j'en oubliais plein, les gens sur les îles de la Madeleine ou d'autres encore. Voilà, excusez-moi pour tout, il y en a plein, hein, je vous donne juste quelques exemples. Qu'est-ce qui serait dans ces cas cliniques-là des choses qui reviennent, qui sont toujours là? Peut-être l'idée d'un renoncement aux ordres de pouvoir et de hiérarchie tels qu'ils étaient définis jusqu'ici. Leur action n'a pas été guidée par un utilitarisme carriériste leur permettant d'accéder à tel ou tel pouvoir. Ils n'ont pas fait les choses pour de la reconnaissance. Ça se saurait. Hein. Si les suspendus en France ont décidé de dire non au pass sanitaire et à l'injection expérimentale, au risque de tout perdre, et ils ont tout perdu pendant 606 jours, puis même bien plus en fait maintenant, c'était pas pour obtenir la grâce du pouvoir, c'était pas pour obtenir des avantages secondaires.
Il y avait comme une inconséquence, au contraire, une inconséquentialité. L'idée de renoncer à l'utilitarisme. Ce que je fais n'est pas lié à un calcul utilitariste. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Vous interrogez plein de gens qui se sont levés pendant le Covid, vous leur dites, mais pourquoi? Je sais pas. J'ai ressenti à l'intérieur. J'ai ressenti à l'intérieur un dilemme. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on s'en occupe beaucoup en philosophie morale. Le dilemme. La notion du dilemme, c'est quoi? C'est un conflit de valeurs. Une incohérence intérieure, des émotions qui s'entrechoquent, qui font que vous n'êtes pas bien. Et vous identifiez qu'il y a comme des incohérences. Vous êtes tiré par là et vous êtes tiré par là. Qu'est-ce que je choisis? Et le dilemme nécessite à la fin de trancher le dilemme, de choisir quelle est la valeur à laquelle vous allez accorder votre action, à laquelle vous allez vous accorder. Et je crois que dans beaucoup de gens, chez beaucoup de personnes qui se sont soulevées pendant ces années et qui vont nous servir de figure d'exemplarité pour ce qui s'en vient, il y a cette idée-là de se remettre en cohérence intérieure, d'arrêter de vivre dans une incohérence permanente de valeurs. On est tous incohérents, tout le temps. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas utiliser les téléphones portables, mais Chantal nous a prêté un téléphone portable pour trouver le chemin au Québec, et je l'ai utilisé, quoi. J'étais dans la voiture, et ça a permis de trouver le chemin. Pourtant, je n'ai pas de cellulaire. Et je suis furieusement technocritique dans la pensée philosophique que je fais. Et pourtant, j'ai utilisé la technique. Pareil, je suis technocritique, mais j'ai vu que dans cette crise, la résistance, entre guillemets, n'avait réussi à s'organiser que parce qu'il y avait les réseaux numériques. Là, ça reste une interrogation. Mince, moi qui dis qu'il ne faut pas les utiliser et que c'est eux la source du mal, je vais utiliser la source du mal pour essayer d'organiser une résistance. Comment faire avec ça, quoi? Alors peut-être dans l'idée héroïque, il y a, ou de la bravoure, ou du courage, il y a l'idée d'un non, de dire non. Dire ça ne passera pas par moi. Et vous connaissez peut-être tous cette phrase de Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn, qui était en contradiction avec le régime soviétique, qui a fini dans un goulag, enfin pas fini, il a réussi à en sortir, qui a écrit L'archipel du goulag et d'autres livres sur le totalitarisme, et qui dit « Qu'est-ce que je peux faire, moi, petite fourmi ridicule, face à la grande machine totalitaire? La grande machine implacable. » C'est une machine, hein. C'est des chars, des tanks. C'est même pas humain, quoi. Il n'y a pas de vivant, il n'y a pas de vif là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire? Et il dit, peut-être que je peux juste ne pas être un point de passage du mensonge. Ah, ça nous amène à une autre notion qui a été beaucoup développée, notamment en 83 au Collège de France par Foucault, Michel Foucault, qui est un penseur français, très versé dans l'Antiquité et qui connaissait bien les affaires de mythologie et les affaires de la Grèce antique, etc. Et qui reste une des vaches sacrées françaises, une sorte de figure mythique des intellectuels français, même s'il a probablement plein de défauts et qu'il a peut-être trempé dans des choses pas claires du tout. N'empêche, il a sûrement eu des apports intellectuels. Et on va reprendre une partie de sa pensée qui parle du parésiaste, notamment dans Le courage de la vérité, c'est un de ses livres. Le courage de la vérité. Où il parle de cette figure-là qu'il appelle le parésiaste. Et le parésiaste, c'est qui? C'est celui qui dit le vrai, sans faire semblant, qui dit ce qu'il pense, ce qu'il a à l'intérieur. Il le dit publiquement. Il le dit comme un enfant dirait de manière ingénue, le roi est nu. Vous savez, cette histoire où le roi, les habits neufs du roi, ça s'appelle, je crois. Il y a une histoire où le roi est à poil, s'il fallait, en gros, le roi demande un habit en or, etc. Et puis, bon, le tisserand, je crois, n'a pas d'or, etc. Bon, il finit par faire un habit, il dit, bah voilà, il l'habille, il fait semblant et tout ça. Puis le roi est à poil, mais tout le monde fait semblant qu'il est habillé d'or. Et personne n'ose dire, le roi est nu. Et donc le roi défile devant la foule, comme ça, en délire. Vous connaissez quelques rois comme ça, hein, au Canada ou en France, qui défilent devant la foule. Une foule sélectionnée en général. Il n'y a plus beaucoup de vraies personnes. Hein. Il y a des bots, des hologrammes. Et donc il défile à poil, et tout le monde fait « Oh, c'est magnifique, bravo !» Sauf un enfant qui dit « Le roi est nu ?» Le roi est nu. Chut, 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 chut. Mais le roi est nu. Ok, ça c'est le parésiaste.
celui qui ose dire ce qu'il voit. Et le parrhésiaste risque sa vie, parce que personne n'a envie d'entendre la vérité. Parce que tout le monde va remettre en cause cette vérité en disant non, 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 la vérité c'est la Bible, on ne sait pas ce que c'est, chacun a son avis sur la question, etc. C'est vrai, c'est pas simple de dire ce qu'est la vérité. Je vais y revenir juste après. Je continue sur le parrhésiaste. Une des figures du parrhésiaste, c'est le devin de Thèbes qui s'appelle Tirésias, un devin aveugle de Thèbes, et qui va croiser Oedipe, et qui dit à Oedipe, mais t'as couché avec ta mère et t'as tué ton père en fait. C'est ce qu'a fait Oedipe. Donc il dit juste ce qui est. Mais c'est inacceptable, c'est impossible. C'est la figure de Socrate. Socrate, enseignant à ses disciples, à qui on demande de boire la ciguë. Pourquoi ? Parce que vous savez quel est le motif du suicide de Socrate, de la condamnation de Socrate ? Il est accusé de pervertir la jeunesse. Pervertit la jeunesse en les faisant réfléchir à ce qui est vrai, pas vrai, juste, injuste. Il les fait réfléchir, quoi. Et il pervertit la jeunesse. Il les fait penser pas comme il faut. Et c'est drôle, c'est Socrate, quoi. On est probablement au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous avez des fact-checkers qui vous disent non, non, attendez, vous répandez des fake news. Vous pervertissez la pensée de vos contemporains. Vous les induisez en erreur. Il faut boire la ciguë, monsieur. Il faut boire la ciguë, madame. Il faut disparaître. Puis si vous disparaissez pas, de toute manière, on va s'en charger. Ok. Donc on est dans la même histoire. Il n'y a rien qui change, en fait. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on vit. C'est ça qui est drôle. Dès qu'on s'intéresse un petit peu au passé, nous avons déjà vécu X fois ce que nous vivons aujourd'hui. Mais nous avons oublié toutes les leçons qui nous avaient été données. Alors c'est aussi ça le parrhésiaste, c'est celui qui n'oublie pas. La vérité du dévoilement chez les Grecs, c'est aletheia. L'été, c'est les eaux du l'été, c'est les eaux de l'oubli. Aletheia, c'est alpha privatif. L'été, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas que des enfants ont été masqués dans les écoles. Je n'oublie pas qu'ils ont eu des jetons pour pouvoir respirer parfois. Je n'oublie pas que certains ont été punis au milieu de la classe avec tous les autres élèves en train de les railler et devoir copier des lignes en disant « Je ne dois pas baisser mon masque car je mets les autres en danger ». Je n'oublie pas que les gens ont dû fermer leur restaurant. Je n'oublie pas, et je n'oublie pas, et je n'oublie pas. L'aletheia, la vérité du dévoilement et de l'absence d'oubli. Ça nous amène à cette idée de qu'est-ce qui est vrai ? Parce qu'on est dans une société de post-vérité, où on nous fait croire que tout est labile, qu'il n'y a pas de vérité. Et c'est vrai, si on s'intéresse aux sagesses antiques, tout ça n'est qu'illusion. Tout est illusion. Chez les hindous, chez les bouddhistes, on parle de Maya, la grande illusion. Tout ce qu'on vit ici est une illusion. Vous pensez voir des murs, vous pensez voir... C'est du vide. Il y a des électrons qui tournent autour d'un noyau et l'immense majorité des molécules qui composent, des atomes, mais des molécules qui composent ce mur est du vide. Pourquoi vous ne voyez pas à travers ? Qu'est-ce qui vous empêche de voir la lumière qui passe à travers ? Parce que de la lumière passe à travers. C'est une illusion. Mais l'illusion est tenace. L'illusion est tenace comme si on avait besoin de l'illusion pour exister sur cette planète, pour supporter notre incarnation. Je vais y revenir après. Mais sur cette histoire de vérité, vous voyez qu'on est dans quelque chose de très complexe. Et il y a comme eu une chute dans l'histoire de la philosophie récente de la question de la vérité. Comme il y a eu une chute de la question de la liberté. C'est quoi la liberté ? La liberté, c'est le pass. Pardon ? J'ai des gens qui m'ont dit ça. Hein. On retrouvera notre liberté quand on aura tous le pass et qu'on sera tous vaccinés. Donc être libre, c'est consentir à t'injecter quelque chose. Ta liberté, c'est ton asservissement volontaire. T'as lu Étienne de la Boétie ? La Boétie ne parle que de ça, l'asservissement volontaire. Il est un temps, mes amis, c'est une phrase qui n'est pas de moi, hein. Il y a un temps, mes amis, qui vient, où les gens commencent à se lasser d'être traînés dans l'abîme de l'humiliation. C'est pas de moi, hein. C'est un révérend américain,
au moment de la ségrégation aux États-Unis, qui commence à lutter contre le fait que les gens soient séparés dans les autobus aux États-Unis, entre les Noirs et les Blancs, dans la suite de Rosa Parks, et qui s'appelle Martin Luther King. Et Martin Luther King a cette ambiguïté-là, quand il doit prendre la parole dans sa ville, c'est comment mettre les gens en mouvement, soulever leur indignation et réussir à leur dire l'injustice de ce qui se passe, mais en même temps éviter le chaos et la rêve. Et il est dans toute cette ambiguïté-là. Je ne dois pas rassurer les gens, je dois leur dire ce qui est, je dois être le parésias de ce qui se passe. Et en même temps, si je leur montre réellement ce qui se passe, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre à outrance, entre tous. Et il a cette difficulté-là. Comment conduire le groupe à avoir une action qui permette de sortir de l'illusion tout en ne détruisant pas tout. Et vous savez, c'est le problème du philosophe. Dans l'allégorie de la caverne de Platon, dans la République 7, il décrit cet endroit où les citoyens sont enchaînés face au mur. Et ils regardent le mur et ils regardent des ombres. Ils regardent des ombres qui dansent, comme ça, des ombres chinoises. Et ils voient Donald Trump. « Je vais vous sauver !» Ils voient Vladimir Poutine. « Je vais vous sauver !» Ils voient Justin Trudeau. « Je vais vous sauver !» Enfin, pas sûr. Et ce sont des ombres chinoises. Et tout le monde regarde, là, fasciné par ce spectacle. « Ah, alors, c'est quoi le prochain épisode ?» Tant que vous attendez le prochain épisode, vous n'agissez pas. La société telle qu'elle est rendue aujourd'hui est un immense théâtre, un immense spectacle, une société du spectacle. Quelqu'un qui s'appelle Guy Debord a écrit sur ce sujet dans La société du spectacle et les commentaires sur la société du spectacle. Tout ça est une illusion, un gigantesque matrix. Tant que vous attendez le prochain épisode, vous n'agissez pas. Et il se trouve que les gens qui tiennent les marionnettes devant le feu pour faire des ombres chinoises sont les sophistes dans l'allégorie de la caverne. Ce sont ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont réellement le pouvoir, ceux qui racontent l'histoire, les scénaristes du grand scénario, du Truman Show dans lequel nous sommes pris. Il y a des très bons scénaristes et ils viennent tous quasiment du même endroit. Et ils l'ont dit vers 1917 quand ils ont créé cet endroit-là, aux États-Unis, qui s'appelle Hollywood. Ils ont dit Hollywood sera l'outil de notre conquête culturelle du monde. L'art du roman, vous avez peut-être appris ça à l'école, l'art du roman. Comment on raconte une histoire, comment on construit une histoire. L'art du roman des Américains est absolument incroyable, admirable en tout point. Ils sont capables de raconter une histoire et de vous emmener dedans. Et en l'espace d'1h30 d'un film, d'une 32 minutes d'une série Netflix, je ne sais plus, maintenant il y a des formats, vous savez, c'est un 32 minutes ou c'est un 14 minutes, mais en l'espace de 32 minutes, de vous faire ressentir la peur, la joie, l'émotion, l'identification au personnage. Ils savent nous emmener à l'intérieur de leur fiction. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de cette fiction ? Et je vais revenir là-dessus, sur cette idée de la vérité, en essayant d'élaborer la question du réel et de la réalité. Qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce qui est la réalité dans ce Truman Show, dans cette caverne de Platon, dans ce Matrix ? Pas facile à dire, hein ? Parce qu'on a probablement tous des réalités différentes. Et que le réel est pour jamais inaccessible. Dans cette salle, il y a des électrons, des photons, des ondes électromagnétiques qui passent. Il y a même Radio-Canada. Heureusement, vous ne l'entendez pas. Mais c'est là, c'est pourtant là. Vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas. Mais c'est là. Alors qu'est-ce qui est vrai ? L'humain, à partir de sa naissance, arrive comme une page blanche, et c'est un des mythes, notamment de la civilisation sémite et juive, de dire qu'au moment de la naissance, un ange se penche sur le bébé et lui infuse l'oubli, en posant son doigt ici, et c'est cette petite trace qui va rester ici, le philtrum, qui en est le témoin. Et le bébé qui savait tout, qui avait toute la sagesse du monde, qui se souvenait de l'ensemble de l'histoire de l'humanité, oublie tout au moment de la naissance. Et il reste cette petite trace de son oubli. Et ensuite, le bébé va comme réapprendre le monde
passer son temps à réapprendre. Et nous allons être avec lui des professeurs de ce qu'est la réalité. Ça, c'est un vers. Pour se tenir debout, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça qu'on fait ses devoirs. Parler, c'est comme ça. Bah, bah, bah. Ouais, c'est bien. Bravo. Avec des circuits de récompense sans cesse mis en place. Bah, 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 viens. Ah, dopamine, dopamine, dopamine. C'est ça le réel, c'est ça la réalité. Il y a une différence entre réel et réalité. Le réel, il est là, imperceptible, incompréhensible, inaccessible pour jamais, pour aucun d'entre nous. La réalité, c'est notre interprétation du réel. Et chacune de nos interprétations du réel est différente. La tienne, la tienne, la tienne, la mienne. Nous ne voyons pas cette salle de la même façon. Nous ne voyons pas le monde de la même façon. Nous sommes comme pris dans une bulle interprétative. Un auteur qui s'appelle Carlos Castaneda, qui a beaucoup étudié les Indiens Yaqui en Amérique centrale et qui a passé du temps avec Don Juan, un sorcier Yaqui, écrit là-dessus dans un livre qui s'appelle Le Voyage à Ixtlan ou Le Voyage définitif ou L'herbe et la petite fumée, il y en a d'autres, il y en a plusieurs, où Don Juan, le sorcier Yaqui, lui dit « Ce que tu vois, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une illusion. Stoppe le monde. Tu peux nager dans l'air, tu peux être l'esprit du loup, tu peux être je sais pas quoi. » Et il lui fait bouffer des trucs hallucinogènes, hein. C'est dans les années 70. Ok, vas-y au peyote, l'herbe et la petite fumée. Et donc, Carlos Castaneda est perturbé, quoi. Il dit, qu'est-ce qui reste, quoi? Tout ça est une interprétation, une espèce de convention. Mais cette interprétation est faite de répétitions, de choses qui reviennent et on a l'impression que c'est stable, que c'est dense, que c'est là, que ça tient. Ces répétitions, elles peuvent être les gens qu'on croise. Ma maman est là. Est-ce qu'elle revient? Et vous savez, il y a un jeu avec les enfants, c'est coucou caché. Vous avez peut-être joué à ça déjà avec vos petits-enfants, avec vos enfants. Vous mettez les mains derrière le truc, l'enfant est un peu mince. Il n'y a plus de maman, il n'y a plus de papa. Coucou, ah, un grand sourire, ah, il est là, ah, caché, ouais, et ainsi de suite. Jusqu'au moment, mais on joue à ça avec les enfants, hein, je vous assure. Et pas que en France, hein. Non, si. Ouais. Et pourquoi? Parce que on essaye de dire, regarde, je reviens, je suis une figure d'attachement. Tu peux avoir confiance en moi. Et beaucoup de parents ne comprennent pas pourquoi quand ils partent boire un verre en amoureux, pour la première fois depuis 2 ans ou 3 ans, de nombreux enfants fissurent, pètent un plomb. Mais parce que peut-être ils ne reviendront jamais. Mon monde entier se mettrait à vaciller. Tout ce qui composait mon interprétation du réel, la bulle dans laquelle je vis confortablement, se pourrait être mis à mal. Nous avons besoin de figures d'attachement. Et c'est tous les travaux de Bowlby, un pédopsychiatre, un psychiatre écossais, qui a beaucoup travaillé sur la notion d'attachement sécure. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. Il nous faut des attachements sécures. Et probablement que les Christian Perron, les Bernard Massy, ont été des figures d'attachement pour certains. J'ai raconté plusieurs fois, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. On attend le CSI tous les jeudis soirs, c'est le Conseil scientifique indépendant. Et le CSI, et je dis, ah bon, pourquoi tous les jeudis soirs, je regarde. C'est un rendez-vous incontournable. C'est un rituel, hein, un rituel, un refrain. Et ça revient, et pour moi, c'est comme la messe. Pardon? Pourquoi l'émission du CSI est comme la messe pour vous? Quel rapport? On parle de science, de Covid et tout ça. On n'a jamais parlé de Jésus. Non. Ah ben je comprends rien, mais ça me fait du bien. Comme la messe. Ouais. Ah, comme si on avait besoin de choses comme ça, rituels. On ne comprend pas, il n'y a pas besoin de comprendre, mais ça fait du bien. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne regardent plus le CSI, mais ils savent qu'il est là. Et tant qu'il est là, ça va. Dans l'histoire d'une vie, vous n'avez pas besoin de voir tous les jours vos parents. Vous savez qu'ils sont là, et ça va. Et vous gardez en vous la mémoire de leurs histoires, la mémoire de leur vie. Et ils ne sont pas là, mais ils sont là, dans votre réalité. Et ça va. Nous avons besoin de figures d'attachement, nous avons besoin de répétitions, les figures d'attachement, les refrains, les rituels composent notre réalité. Notre réalité n'est faite que de ça, que de répétitions.
Et si on nous répète quelque chose suffisamment de fois, cela rentre dans notre réalité. Peut-être qu'il y a des gens qui font du marketing chez vous. Si vous répétez le même message plus de 5 fois, je sais pas, il y a un nombre magique un peu, quoi, plus de 6 fois en l'espace de 15 secondes, vous vous en souvenez. On a tous dans le crâne, vissés au fond du crâne, des espèces de jingles publicitaires à la con, dont on aimerait bien se débarrasser, qui sont vissés dans notre réalité, quoi. On n'arrive pas à s'en débarrasser. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête au passage. Mais je ne sais pas quels sont les équivalents chez vous, donc de petites chansonnettes, de petites ritournelles, de petits machins qui reviennent. Et donc là, vous voyez qu'il y a comme une brèche béante pour rentrer dans la réalité de quelqu'un. Vous lui répétez la même chose, X fois. Cela fera partie de sa réalité. C'est ce que fait le pouvoir. Le vaccin est sûr et efficace. 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 Ta gueule! Ah, on vient de mettre le doigt sur le courage. Le courage, c'est de dire ta gueule. Je ne veux plus t'entendre essayer de violer ma réalité. Parce que c'est un viol. Parce que la pénétration dans notre réalité de ce qu'on ne veut pas est un viol. Symbolique, bien sûr, mais c'est un viol. On devrait prendre garde. Parce que quand est-ce que notre réalité est poreuse? Parce qu'elle est poreuse. Heureusement, d'ailleurs. Si elle n'était pas poreuse, on serait enfermé dans notre dérive sectaire. Il n'y a rien qui bougerait, on serait persuadé d'avoir raison. Et on serait dans une sorte d'autisme à s'enfermer là-dedans. Donc on a des espaces de porosité au monde extérieur, à la réalité des autres et au réel. Ces espaces de porosité, on les décrit en, je ne sais pas combien de temps j'ai, je pense qu'on s'approche doucement de l'heure. 15 minutes, ça va. Ces espaces de porosité, on les décrit en neurosciences, notamment quand on parle d'hypnose, et en hypnose conversationnelle. En hypnose conversationnelle, qu'on utilise en médecine, hein, c'est pas un truc occulte, compliqué, hein, c'est très simple au contraire. En hypnose conversationnelle, on dit, de manière complètement simpliste, et probablement fausse, hein, vous avez compris, la réalité n'est pas le réel, nos théories ne sont pas le réel. C'est une convention temporaire, pratique, mais fausse. Mais il faut juste savoir que c'est faux, hein, c'est tout. Donc on dit, il y a les états ordinaires de conscience et les états modifiés de conscience. Les états ordinaires de conscience sont ceux où on applique le programme qu'on a préalablement emmagasiné. Je conduis, je suis en train de conduire, tac tac, j'applique le programme, je passe les vitesses, enfin chez vous c'est même juste une pédale, une auto-tamponneuse quoi. Et souvent, nous on a beaucoup plus de boîtes manuelles, hein, c'est pour ça que je dis ça. On a encore l'impression de contrôler la bête, quoi. Alors que là, je rentre dans le truc, je sais même pas si j'ai ouvert ou fermé la porte, quoi. Heureusement, quand je ferme, il fait pouet, pouet, comme ça. Pourquoi il fait pouet? J'ai fermé, c'est bon, ok. C'est quand même pratique dans les parkings. Une voiture de location, on la retrouve pas facilement, elle fait pouet. Bon, ça... Donc là, la voiture fait pouet. Et on est un peu surpris, quoi. Par exemple, on sent qu'elle va s'arrêter si on met pas la ceinture, quoi. Il y a des trucs, elle vous rappelle à l'ordre. Hein. C'est moi qui conduis ou c'est elle qui me conduit, quoi? Je commence à avoir des doutes. Et donc il y a des états ordinaires de conscience. J'applique le programme. C'est notre relation habituelle aux choses qu'on pourrait dire rationnelles. Je lâche ce truc-là, ça tombe. On est tous d'accord. C'est une réalité partagée, là. C'est pas juste ma bulle. C'est notre expérience collective, de réalité collective construite. Je lâche ça, ça tombe. Ok. Donc il y a comme des relations de cause et de conséquentialité entre les événements qui sont sans cesse revalidés et que nous revalidons tous ensemble, que nous célébrons chaque jour, chaque instant. Le monde est comme ça et pas autrement. Et je lâche ce truc. Est-ce qu'il se pourrait que ça tombe pas? Qui sait? Et ça, c'est les états ordinaires de conscience où le temps passe selon la convention collective de les minutes, les secondes, où nos sens sont en éveil,
la vision, l'ouïe, ce qu'on appelle le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, sont en train d'évaluer le monde en permanence pour sentir quels sont les dangers potentiels. Et se prémunir des dangers en appliquant le programme tel qu'il a été prédéfini. Et surtout pas en sortant. Et puis, il y a l'état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, on y parvient grâce à l'hypnose, mais en fait, on y va tout le temps. Dans notre journée, on est sans cesse en train d'osciller de l'un à l'autre, comme en train d'ouvrir le diaphragme pour s'ouvrir au réel et de le refermer pour revenir dans notre réalité, où on est confortable. Parce qu'aller dans le réel, c'est dangereux. C'est compliqué. Il y a des trucs qu'on ne connaît pas. Il y a d'autres façons de penser, d'autres façons de voir le monde. Peut-être ça pourrait nous tuer. Et donc, l'état modifié de conscience, c'est un moment où on est suffisamment bien rassuré à l'intérieur pour dire « je peux ouvrir mon diaphragme ». Vous comprenez le diaphragme, hein, pas le muscle, mais comme un diaphragme photographique. Ouvrir le diaphragme pour regarder le réel, pour regarder en dehors de ma bulle, pour avoir accès à de l'information. Ces états modifiés de conscience, on peut les ressentir facilement, les identifier. Quand vous y êtes, on dit « j'étais un peu comme dans la lune ». C'est cette sensation-là. Ouais. Et puis le temps passe à une vitesse qui n'est pas la même. Tiens, il s'est déjà passé 1 heure. Ah, j'étais en état modifié de conscience. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Un cours, c'est un état modifié de conscience. Et une conférence, c'est un état modifié de conscience. Être devant un film, c'est un état modifié de conscience. Ah, attendez. Je vais naturellement dans les états modifiés de conscience. C'est un espace de ressourcement, c'est un espace d'apprentissage, c'est un espace d'ouverture au monde. Mais c'est aussi un moment où mon cerveau est béant et grand ouvert pour qu'on y injecte de l'information. Et donc tous ceux qui veulent m'injecter de l'information dans le cerveau vont essayer de créer des états modifiés de conscience hypnotiques pour y injecter de l'information. Il y a plein de façons de créer un état modifié de conscience. La première, la plus belle, c'est celle de la réassurance. Je suis dans mon monde avec ma maman, elle me berce, etc. Je tète tranquillement. Vous avez déjà vu la gueule des bébés à ce moment-là, quoi. Tout va bien, quoi. Vous les regardez, vous dites, waouh, c'est chouette la vie, quoi. Ils sont en état modifié de conscience. Hein. Un bout de sein, comme ça. Comme s'il était en train de fumer un cigare. Tranquille. Et ça, c'est l'état modifié de conscience sympa, où tout peut rentrer. Là, l'information est labile et peut passer à travers les pores. Et l'information principale qui passe, c'est une information qui n'a pas à voir avec quelque chose de rationnel. C'est « je t'aime ». Voilà, t'es dans mes bras, je t'aime. C'est inconditionnel. Tu seras aimé toujours. Tu peux le retrouver quand tu veux. Mets-toi juste en état modifié de conscience. Alors on va tous chercher à bouffer beaucoup pour retrouver ça. Du sucre, pour comme retrouver le sein perdu, quoi. Donc on va manger, on aura le ventre comme ça, c'est pas mal. Ça n'arrête pas de taffer pareil, mais c'est pas mal. Je me sens pas bien quand même, je suis gros. Donc, une autre façon de mettre en état modifié de conscience, c'est au contraire la violence, la brutalité, l'incongruité. Je vais casser la bulle de réalité dans laquelle vous êtes. Je vais arriver et pam, je vais taper dedans comme un bourrin. Poum, 2 avions dans le World Trade Center. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi cette histoire? Et en boucle. Le feu, les flammes, les gens qui tombent du haut du Xème étage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À New York, le World Trade Center, à Manhattan. Impossible. Impossible. Si vous faites survenir une situation impossible, qui n'est pas dans le logiciel, qui n'est pas prévue au programme, vous créez une immense brèche dans le cerveau, comme un coup de pied de biche. Crac! Et là, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Une société de surveillance avec des caméras partout. Ça date de 2001. Avant, personne n'avait eu l'idée de mettre dans tous les villages du Québec et de France des caméras de télésurveillance. Ça n'existait pas. Et si vous demandez à nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents, ils vous diraient « mais vous êtes en guerre ou quoi? Vous êtes fous ?» En France, on est en plan Vigipirate écarlate depuis plus de 20 ans. Plan Vigipirate, ça veut dire des militaires en armes qui patrouillent dans les villes avec des guns gros comme ça pour
pour empêcher le risque terroriste. T'es sûr? Ou pour nous surveiller? Je suis pas sûr. Ouais. Donc, le World Trade Center, je ne rentrerai pas dans les détails, est-ce que c'est un mensonge ou pas, hein, vous avez compris ce que je pense de l'épopée américaine. Qui n'a rien à voir avec les Américains, les pauvres, ils y peuvent rien, hein, c'est leur élite complètement déphasée, quoi. Qui sont des menteurs pathologiques, qui, depuis les gentils cow-boys et les méchants indiens, l'attaque de Pearl Harbor, j'ai abordé dans certaines conférences, mais la coopération des grands financiers, des grandes entreprises américaines avec le régime nazi, avant que de se retourner et de dire bon, finalement on va coopérer avec les Anglais, de toute manière, pile je gagne, face tu perds. Ils sont forts les Américains pour ça, hein. Pile je gagne, face tu perds. Et en passant par le World Trade Center, puis le Covid, et puis il y en a plein d'autres, hein, entre-temps, des histoires de mensonges. En gros, nous sommes dans un mensonge permanent. Alors je reviens à mon sujet. L'état modifié de conscience, l'état ordinaire, l'état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, une brèche dans votre cerveau pour y mettre de l'information, soit de manière positive et apprendre quelque chose, soit de manière négative, vous violez votre cerveau et vous imposez quelque chose. Et encore une fois, je vous ai dit, tiens, peut-être une partie du courage, de la peur, de traverser la peur, c'est de dire non, c'est de refuser l'information qui est mise en état modifié de conscience. Et pour ça, vous pouvez bloquer les accès. Mais c'est pas facile. Parce que le téléphone portable que vous avez dans votre poche est un accès constant à vos états modifiés de conscience. Sans cesse. Le téléphone portable, là, il est là pour ça. Il va vous susurrer à l'oreille en permanence. Vous répétez des choses. Vous savez qu'il vous écoute même, hein, et qu'il vous fournit des notifications liées à ce qu'il vous écoute. En France, il y a même une loi qui autorise aujourd'hui la police à vous écouter, à vous regarder. Bientôt, la police aura le droit de vous glisser quelques notifications de bienséance. Ah, mais ça existe déjà. Surtout nos autoroutes. Vous avez peut-être pas ça, vous, mais nous, on a des grands bandeaux. Mets ton masque. Il faut se vacciner, tous se protéger. C'est l'autoroute, là-haut, Coco. Et de manière paternaliste, comme une figure d'attachement, toutes les 2 heures, la pause s'impose. Ne textote pas en même temps que tu roules. Mais oh, ta gueule, je fais ce que je veux. Ah, non, tu fais pas ce que tu veux. Non, on cherche à te contrôler en permanence, à guider, à optimiser ton expérience utilisateur de la vie en l'emmenant juste au bon endroit. Au nom de la déontologie, au nom de l'utilitarisme. Ah, si tu textotes, tu risques un accident. Oh, si tu te reposes pas, tu risques un accident, etc. Et petit à petit, un ensemble de règles, de lois vont se mettre en place qui n'ont rien à voir avec le droit, qui n'ont rien à voir avec la loi, qui ont à voir avec le contrôle. Le contrôle du cheptel. Tu vas à l'abreuvoir à telle heure, tu rentres à la bergerie à telle heure. J'en arrive à un point important. Qu'est-ce qui fait que les braves se sont soulevés? On dit non. On a refusé d'être un point de passage du mensonge. Carlo Brusa, au congrès de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple de Stéphane Blais, on a parlé un petit peu. Puis il y en a d'autres qui en ont parlé aussi avant moi. Notamment Slobodan Despot, qui est un journaliste suisse qui fait l'antipresse, qui est d'origine serbe, et qui ont reconvoqué à nouveau frais, encore une fois, une histoire antique, une histoire qui a été écrite par Sophocle, mais qui a été reprise par Euripide, qui a été reprise par plus d'une trentaine d'auteurs, jusqu'à Jean Anouilh et Jean Cocteau. Antigone. Et Antigone, c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme. On avait beaucoup entendu parler des hommes jusqu'ici, mais j'aimerais conclure là-dessus, sur le courage des femmes, qu'on ne voit pas, qui n'est pas dans la lumière, mais qui pourtant construit patiemment, qui fait à manger chaque jour, dans certaines familles. Il faut du courage pour ça, non? Tous les jours, il faut refaire à manger. Une sorte de yoga, hein, de voie de sagesse, quoi. Ah, viens, on va au resto. Ah non, on va faire à manger. Ouais, Et Antigone est la sœur de Polynice. Polynice est le fils de Créon. Créon est le roi de Thèbes. Et il se trouve que Polynice se révolte contre Thèbes et va faire le siège de Thèbes contre son propre frère. Et va perdre. Et donc Polynice meurt en ayant essayé de défaire sa propre ville du pouvoir de son père et de son frère.
Et Créon dit, nous n'enterrerons pas Polynice. Il fait un décret, vous ne l'enterrerez pas. Et Antigone dit, pas du tout. D'accord, il a été contre son frère, d'accord, il a été contre toi. Mais nous allons l'enterrer, parce qu'il y a des lois au-dessus des lois. Il y a la loi des dieux au-dessus de la loi des hommes. Et Créon ne comprend pas. Il y a un vrai conflit entre les deux. Parce que Créon s'en réfère à sa propre loi. C'est lui le tyran de Thèbes. C'est lui qui décide. Et Antigone lui dit pas du tout. Tu décides rien. C'est décidé ailleurs, par bien plus grand que toi. Et elle enterre son frère. C'est drôle parce que pendant le Covid, on a vécu exactement ça. En France, on n'a plus eu le droit d'enterrer les gens qui étaient morts du Covid. Vous vous rendez compte ? On n'a plus eu le droit de participer à une cérémonie funéraire. Une transgression anthropologique majeure. Ne pas enterrer ses morts. Aucune civilisation ne fait ça. On s'occupe de ces morts dans toutes les civilisations. On les enterre, on les brûle, on fait ce qu'on veut, on les découpe en morceaux au Tibet, on les donne aux aigles, on s'en fout. On fait quelque chose, on s'en occupe. Il y a une histoire collective autour de ce qu'est la mort. C'est pas juste, pof, hop, il n'y a plus rien. Non, il y a une histoire symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire mourir ? Qu'est-ce que ça veut dire vieillir ? Qu'est-ce que ça veut dire être malade ? Et il m'a montré 5 minutes, c'est pour ça. Et donc il y a des lois au-dessus des lois. Et peut-être c'est ça qu'on va essayer d'explorer tout à l'heure avec Louis-Olivier, c'est savoir qu'est-ce qui a bien pu mettre en mouvement ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser des gens à sortir de leur petit confort pour oser faire autrement ? Oser faire autrement au risque, comme je vous l'ai dit, de tout perdre, de risque de perdre leur situation, au risque de rompre la relation. C'est typiquement le problème du parésiaste. Le parésiaste, pour ceux qui n'ont pas forcément tilté, il y a une chanson de Guy Béard qui s'appelle « Le premier qui dit la vérité ». Le premier qui dit la vérité, il va être assassiné, un truc comme ça. Mais bon, là, faut... Encore une fois, c'est Bernard Massy qui chante mieux que moi, quoi. Normalement, à la fin de chaque conférence, il fait un petit tour de chant, hein, donc vous n'allez peut-être pas y couper. Hein. Je dis ça pour les organisateurs. Et donc, au risque de tout perdre, au risque de perdre la relation avec les autres, il va essayer de dire le vrai. Le vrai, on ne sait pas ce que c'est dans une illusion. Mais ça s'en réfère à des lois qui sont comme au-dessus des lois, à une réalité à un réel qui est au-delà de la réalité collective consentie. Ça n'a pas à voir avec la déontologie, parce que la déontologie aujourd'hui maintient les ordres hiérarchiques tels qu'ils sont formulés. Ça n'a pas à voir avec l'utilitarisme, parce qu'il n'y a rien à gagner et tout à perdre. Alors qu'est-ce que c'est que cette folie ? La bravoure, le courage serait une sorte de folie ? Ça pose vraiment question. Je vais vous dire aussi qu'il y a un risque dans la bravoure, c'est justement celui de la folie, celui de se retrouver seul. Et donc il y a comme une sorte de mesure à garder. Peut-être ceux qui ont lu une partie de ce que j'ai écrit ou écouté une partie de ce que j'ai dit savent que je suis très influencé par la philosophie antique et notamment aristotélicienne. Aristote se différencie de Platon. Platon est le monde des idées, des principes, le cercle, le polygone, je sais pas quoi. Aristote, c'est le rond, le truc, quoi. Ce que j'ai dessiné. Voilà, le truc palpable du quotidien, les 2 pieds dans la terre. Ça, c'est Aristote. Une philosophie pratique appliquée. Alors que la philosophie platonicienne est plutôt une philosophie des principes. C'est intéressant aussi, hein. Mais il y a comme une confrontation entre les deux. Et justement, je vous ai dit qu'aucune éthique n'était capable d'appréhender ce qu'était le courage ou la bravoure à l'aune des principes philosophiques et moraux tels qu'on les structure aujourd'hui. Mais pourtant, si. Une partie de l'éthique est ce qu'on appelle l'éthique des vertus. La vertu. Qu'est-ce que c'est que la vertu ? Ça, c'est très antique. Il y a 4 vertus cardinales chez Platon, dont une est le courage, la tempérance, la justice, puis j'en oublie une, je vais la retrouver. Et ces vertus, Aristote dit, ok, c'est là, d'accord, il faut du courage, il faut de la tempérance pour accéder au bonheur. C'est toujours la même question chez les Grecs, c'est une question eudémoniste, c'est accéder au bonheur. Et donc il décorrèle complètement l'idée d'accéder au bonheur, ça n'a peut-être pas à voir avec avoir un bon poste
faire partie de la hiérarchie, rester médecin, rester avocat ou rester universitaire, comme Patrick. Peut-être que ça n'a pas à voir avec ça. Et peut-être que la bravoure, le courage, c'est le courage de vivre le bonheur qui nous est promis. Le bonheur auquel nous avons tous droit. Les Américains le disent, hein, c'est dans leur constitution. Pursuit of happiness. Nous avons le droit d'aller chercher le bonheur. C'est partie de nos droits fondamentaux, inaliénables, constitutionnels. Et au fond, c'est peut-être ça. Nous vivons dans une illusion, mais il nous est donné, en permanence, de pouvoir aller sur le fil rouge de notre existence, vivre le vif de notre vie, en dehors des conventions, en dehors des diplômes, en dehors des... Non, vis le vif de ta vie. Personne n'a dit que c'était confortable. Mais par contre, le bonheur, t'es promis, il est assuré si tu le fais. Ta vie aura un sens. Ah, alors peut-être c'est ça la bravoure, c'est ça le courage, c'est oser faire que sa vie ait un sens. Oser vivre la vertu. Et la vertu, chez Aristote, encore une fois, c'est une traduction latine, hein, mais ça vient d'Aristote, c'est une traduction par saint Thomas d'Aquin, qui dit « In medio stat virtus ». Au milieu se tient la vertu. Mais la traduction n'est pas très bonne, parce que virtus, ce n'est pas la vertu exactement. Virtus, c'est la force, le courage. Au milieu se tient le courage. Ah, on va en discuter avec le Olivier. Est-ce que le courage, c'est d'aller gueuler comme un malade? Ouais, tout ça c'est dégueulasse, il faut buter les gens au pouvoir et tout ça. C'est de la témérité illusoire, qui conduira à rien d'autre que le sacrifice. D'autre côté, rester un lâche, ne rien dire, accepter tout, rester dans l'obéissance servile à des ordres contradictoires et évidemment faux, bien sûr que c'est un chemin assuré vers le malheur. Et puis au milieu, il y a comme une ligne de crête, comme un endroit difficile à tenir, où on va tomber, d'un côté ou de l'autre. Mais on va essayer de se relever, de marcher. Et comment faire pour marcher sur une ligne de crête? Qu'est-ce qu'ils font les alpinistes? Ils s'encordent. Ils s'encordent les uns aux autres. Parce que vivre le courage tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous finirez par tomber d'un côté ou d'un autre de la ligne de crête. Et donc il y a besoin de se serrer les coudes. Si on a survécu en tant que suspendu en France, c'est parce que des gens nous ont donné à manger. Le maraîcher du coin nous a donné toutes les semaines un panier de légumes pour qu'on ait à manger. Quand Carole et moi, on avait 0 revenu. C'est parce qu'il y a des gens en Suisse qui m'ont dit « Viens faire des conférences chez nous, on te paiera bien et ça te donnera un peu de sous pour pouvoir survivre. » Ils ont serré les coudes. C'est parce que, en fait, il y avait d'autres gens autour. Et donc là, je finirai là-dessus. Le courage, c'est une étincelle individuelle, mais qui allume un feu collectif. C'est une pierre à briquet qui vient frotter la réalité et dire « c'est pas comme vous croyez, regardez ». Et ouvrir un espace vers le réel. Et à cet endroit-là, s'allument plein de nouveaux possibles pour nous tous. Je vais finir avec... j'avais dans la poche, mais je l'ai fait tomber tout à l'heure avec mon exemple. Ouais, c'est là. C'est revenu dans ma poche. Comme quoi, l'état modifié de conscience, on ne sait plus ce qu'on fait. Et j'aurais dû l'apprendre par cœur, mais j'ai pas eu le temps. Puis avec l'accent québécois, ça colle pas. Encore une fois, l'étincelle individuelle du courage ne vient pas de nulle part. Et j'ai eu la chance, je pense qu'on a tous eu la chance de rencontrer dans nos vies des gens qui ont été des figures d'attachement et qui ont permis, qui ont semé quelques graines, qui n'ont pas poussé tout de suite et qui se sont trouvés par hasard, de manière très étrange, poussés à un autre moment. Je dis ça pour la permaculture, tout ça. Les jardins aux 4 vents qui est là. Et une des graines qui a été plantée par quelqu'un qui s'appelle Alain Fauconnier. Alain Fauconnier était le directeur d'établissement dans lequel j'étais, à l'école, hein, et en même temps mon professeur d'anglais. Un professeur d'anglais extrêmement exigeant, ce qui fait que je parle bien anglais grâce à lui. Et qui était aussi un professeur de civilisation américaine, et qui m'a éveillé il y a très longtemps, puisque j'avais à l'époque 11 ans, à la question du mensonge aux États-Unis. Bon, merci, parce qu'il était un peu visionnaire. Et à 18 ans, enfin à 16-17 ans, quand s'est terminé le cycle de l'école, il rencontrait chacun des élèves, un par un. Puis il leur donnait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a donné aux autres. À moi, il a donné 2 choses.
Il a donné un texte, un poème qui a été fait par un père à son fils. Un père qui l'a donné à son fils en 1910, si je ne me trompe pas. Et ce fils est mort, quelques années plus tard, sur un champ de bataille de la guerre de 14-18. Et il m'a donné un autre texte d'une philosophe qui s'appelle Simone Weil. Ce texte, c'est un texte de Rudyard Kipling. Je vais vous le lire pour finir, comme ça on va finir là-dessus avant de passer à la pause. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être ni moral, ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Alors, les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils.